tapage nocturne a duré jusqu'au matin. Les voisins sont habitués. En automne, le cerf brame. Son cri d'amour résonne du fond des vallées jusqu'aux crêtes dénudées. Le massif des Vosges abrite des forêts très anciennes. Ce sont de véritables monuments naturels riches d'une faune et d'une flore extrêmement variées. La forêt vosgienne révèle l'un des visages de la France sauvage. Ici, la vie est soumise au cycle de la lumière. En automne, la diminution de l'ensoleillement bouleverse le fonctionnement interne du grand cerf. Surexcité, l'animal marque son territoire. Son brame stimule l'ovulation des biches. En réponse, elles émettent des parfums aphrodisiaques que le mâle hume à distance. Les biches ne sont réceptives que quelques heures. Mâles et femelles doivent synchroniser leur métabolisme pour arriver ensemble à l'accouplement. Ivre de testostérone, le cerf ne tolère aucun rival. Dans la forêt se joue la course la plus lente du monde. La course vers la lumière. Pour survivre, chaque plante doit se hisser au-dessus de l'ombre des autres afin de capter au maximum les rayons du soleil. Pour le grand être, l'énergie solaire est le carburant. En automne, l'arbre fait des économies. Maintenir ses feuilles vertes et actives lui coûte plus d'énergie qu'il n'en reçoit désormais du soleil. Alors, il laisse roussir ses feuilles qui se détachent et planent vers le sol.
Le grand hêtre abandonne chaque année plusieurs centaines de milliers de feuilles. Cette litière immense est d'abord fragmentée par de drôles de bestioles. Puis, les fragments sont mis en miettes par des ouvriers minuscules, les collemboles. Les plus petits réduisent les miettes en poudre, ils les digèrent et les transforment en engrais. Leur rôle dans la forêt, recycleur. Les lombrics mangent la terre. Ils avancent en avalant leur chemin. Grâce à eux, ce qui est tombé de l'arbre reviendra à l'arbre. La nature fait bien les choses. Malgré son corps mou, le ver de terre avance grâce à des muscles puissants et des poils quasi invisibles. Travailleurs de l'ombre, les lombrics comptent parmi les animaux les plus importants de la planète. Sans eux, pas d'engrais, pas de plantes, pas de vie. Les sangliers adorent prendre un petit verre ou deux, ou 10, ou 100. Ils en consomment sans modération et c'est bon pour leur santé. Les lombrics contiennent des protéines nécessaires à leur croissance musculaire. Les vers de terre donnent du muscle au sanglier. La forêt fonctionne comme une vaste usine biologique où chacun a son rôle et contribue au fonctionnement de l'ensemble. L'énergie captée par les plantes est transmise à ceux qui les mangent, puis de fil en aiguille, à chaque organisme de la forêt, y compris ces êtres bizarres que sont les champignons. Ni végétaux, ni animaux, les champignons vivent souvent en association avec les plantes avec lesquelles ils échangent de la nourriture. La plupart des arbres ne pourraient pas vivre sans cette roque invisible. Ce coup de sifflet tonitruant annonce la présence d'un habitant typique de la forêt, le pic noir. Adapté à la verticalité des troncs, cet oiseau grimpeur s'appuie sur les plumes rigides de sa queue. Dans la hêtraie sapinière, une fourmilière géante se prépare pour l'hiver. Le dôme abrite près de 500 000 ouvrières. Les fourmis rousses ont travaillé tout l'été. Elles ont emmagasiné des graines et des insectes de la forêt. Leurs réserves de nourriture sont faites.
Déjà engourdies par le froid, elles sont prêtes à passer l'hiver. En automne, les arbres laissent tomber leurs feuilles, mais aussi leurs graines. À leurs pieds se trouve un gisement de gourmandises. C'est le supermarché de la forêt. Pinsons des arbres, merle noir, mésange bleu, rouge-gorge descendent des hautes branches et des buissons. C'est l'appât du grain. Les graines attirent tous les habitants des hauteurs. Virtuose de l'acrobatie, l'écureuil a besoin d'une nourriture très énergétique. Il enterre des provisions pour les mauvais jours. Il existe des écureuils gauchers et des droitiers, mais tous sont des pros du décortiquage. Ils peuvent estimer la qualité d'une noisette en la tournant entre leurs doigts. Si elle est bonne, ils l'avalent illico en 22 secondes chrono. Oups! Même les pros ont des ratés. Pendant ce temps, le renard parcourt son territoire à la recherche d'une femelle. Pour eux, l'hiver sera la saison des amours. Il portera son costume de noces, une belle fourrure épaisse et chaude. En attendant, il n'est pas encore de bon poil. La présence du renard n'a pas échappé au jeune cerf. Ses oreilles tournent comme de vrais radars et ses yeux, situés sur les côtés, perçoivent toute menace. Mais le renard n'est pas le redoutable carnassier que l'on croit. Quelques campagnols suffiraient à calmer sa faim. Bientôt, la traque sera plus difficile. Avec le froid, ses proies se feront discrètes. À l'approche de l'hiver, chacun sa stratégie. Dans la hêtraie d'altitude, un dragon miniature explore les feuilles mortes. La salamandre est un amphibien, comme les grenouilles et les crapauds. Sa température dépend de l'extérieur et elle ne pourrait pas survivre dans la neige. Alors elle marche à la recherche d'un abri. Pour elle,
C'est bientôt le grand sommeil de l'hibernation. Le soleil de l'hiver ne réchauffe plus la nature. Les jours se font courts, la lumière discrète. Les premières neiges tombent dès la fin octobre. Sur les hautes crêtes des ballons des Vosges, qui culminent à plus de 1200 mètres, il n'est pas rare que la température descende à moins 20 degrés. Peu d'arbres résistent aux conditions extrêmes de l'altitude. Pour supporter un tel froid, feuillus et conifères ont adopté deux stratégies différentes. Les aiguilles sont les feuilles des conifères. Serrées sur elles-mêmes, comme quelqu'un qui s'emmitoufle, elles réduisent au minimum leur exposition au vent desséchant. Elles sont préservées du froid par un revêtement épais. Le hêtre, déshabillé de ses feuilles, est en dormance. Ses bourgeons et ses graines ont besoin de cette période froide pour pouvoir s'épanouir au printemps. L'hiver est inscrit dans le rythme de la forêt. Dans les montagnes vosgiennes, il dure plus de 5 mois. Le lynx surveille son territoire. C'est un super prédateur. Il n'a peur de personne. Et personne ne le voit. Le fauve hante le massif des Vosges, tout puissant, mais discret. Combien reste-t-il de lynx dans la région? Impossible de le savoir. 1 ou 2 dizaines, peut-être moins. Il faut dire que le braconnage n'a jamais cessé, même si l'espèce est protégée. En quelques semaines, le renard s'est constitué une épaisse fourrure. Mais la faim est plus rude que le froid. L'hiver a rendu la chasse difficile, les proies se cachent sous la neige.
Faute de mieux, le renard se contente de baies et de charognes. La fourmilière géante semble dormir dans son igloo. En fait, la colonie s'est réfugiée dans les parties souterraines invisibles, mais bien vivantes. Le soleil revient. Il allonge les jours et sonne l'éveil du printemps. Réveillée par la lumière, libérée de l'emprise du froid, la végétation reprend vie. La clarté renaissante stimule le cerveau des oiseaux et les pousse à chanter. Les premières fleurs se montrent et avec elles, les premiers insectes. La nivéole penche ses pétales pour protéger son pollen de la neige et de la pluie. Les cerfs ont perdu la tête. Leurs bois, symboles de puissance, sont tombés. Mais les mâles ne perdent pas leur bois tous en même temps. Lorsque les plus vieux cerfs en sont privés, les jeunes qui ont encore les leurs en profitent pour prendre du pouvoir. Certains bois apparaissent déjà. C'est un vrai concours de coiffure. Des ornements qui peuvent atteindre 6, 8, voire 10 kilos la paire. En quelques mois, tous auront repoussé. Le tambourinement du pic noir est un son naturel au printemps. C'est un appel amoureux. Mais les cerfs sont alertés par autre chose. Un bruit agressif qu'ils connaissent bien. Sur les crêtes, les arbres rescapés de l'hiver ont pris la forme du vent. Les jonquilles éclatent sous un soleil encore timide. Les températures sont fraîches et la neige toujours présente.
Mais les jonquilles ont une botte secrète, un bulbe souterrain. C'est leur réserve de nourriture. Elle leur a permis de braver la neige et d'illuminer les Vosges. Dans les sous-bois, la course à la lumière est à nouveau lancée. Les oxalis et les anémones se dépêchent de fleurir avant que les feuilles des arbres leur cachent le soleil. Le grand hêtre se réveille, des racines jusqu'aux brindilles. Dans ses entrailles, la sève s'élève et gargouille. Elle monte jusqu'aux bourgeons et les abreuve. En quelques jours à peine, la forêt vosgienne se transforme. Elle se colore d'un vert printemps. Pour la forêt, avoir le teint vert est un signe de pleine santé. Dans le développement de la forêt, l'écureuil joue le rôle de pépiniériste. Il cherche les provisions qu'il a stockées en automne. Et comme il a une tête de linotte, il oublie certaines cachettes. Ces graines oubliées germeront et de nouveaux arbres pousseront, loin de leur lieu d'origine. À peine sortis de la graine, les futurs arbres tentent de se faire une place au soleil. Tous n'y arriveront pas. Le jeune hêtre pousse vite à l'ombre des grands, mais il pourra un jour les dépasser, vainqueur de la course verticale vers le soleil. Quand tout le monde va se coucher, la chouette de Tingmalm et les blaireaux s'activent. C'est l'équipe de nuit de la forêt. Les blaireaux vivent en famille. Ils creusent des terriers, souvent énormes, et jouent le rôle de terrassiers. Mais pourquoi portent-ils ce masque de bandit ?
Comme ils ont la vue basse, leur tête bien contrastée est peut-être un moyen de localiser leurs congénères dans l'obscurité. Le bandeau noir sert aussi à dissimuler les yeux lors des combats. Chez les blaireaux, c'est toute l'année la saison des amours. Pourtant, les petits naissent tous à la même saison. C'est la durée des jours et des nuits qui déclenche dans le ventre de la blairelle le développement des embryons au bon moment. Là encore, les mouvements du soleil stimulent l'intimité de l'animal. À peine né, le petit faon est déjà debout, car il doit pouvoir fuir les prédateurs. La biche toilette son petit et avale ses crottes. Aucune odeur ne doit le trahir. En cas de danger, sa mère saurait montrer son courage pour le défendre. Elle est capable de boxer un renard et même un sanglier. Synchronisés sur le rythme des saisons, les animaux naissent au printemps lorsque la nourriture est abondante. Ainsi, ils auront le temps de grandir avant d'affronter leur premier hiver. Dans le hêtre, il y a des naissances à tous les étages. L'arbre est comparable à un immeuble, dont chaque niveau est occupé par des habitants particuliers. À l'étage du milieu, le tronc est le domaine des pics noirs. Des pics et pêches et des citelles. La famille pic consomme beaucoup d'insectes. Les oiseaux soignent ainsi leurs arbres en les débarrassant des parasites. Au pied de l'immeuble, les renardeaux sont assez grands pour sortir seuls du terrier. En jouant, ils exercent leur force et leur souplesse. Les pics sont des architectes, des creuseurs de cavités. De nombreux squatteurs profitent de leur travail. La citelle a une stratégie contre les envahisseurs. Elle a remodelé un vieux trou à sa mesure. Son ouverture ne laisse passer qu'elle. Elle a fabriqué un torchis, d'où son nom de citelle torche-peau. Ménage de printemps chez les oiseaux. Quand on est logé petitement, il faut souvent évacuer les déchets.
Les chouettes de Tingmalm sont des squatteuses professionnelles. Elles nichent presque toujours dans des cavités de pic noir. Pas de pic, pas de chouette. La tourterelle des bois n'aura pas le temps de faire sa cour. En fouillant le sol avec leurs groins, les sangliers ameublissent la terre et favorisent la germination des graines. Les femelles vivent avec leurs petits. Les mâles adultes ne les approchent qu'en hiver, à la saison des amours. En principe, car ces mâles ne sont pas très réglementaires. Ils semblent déjà bien excités pour la saison. Ils bavent une écume pleine de phéromones. Ce sont leurs messages d'amour, à la mode cochon sauvage. Dans les clairières, les digitales attirent les butineurs. Au fond de chaque fleur, le nectar convoité. Les insectes sont obligés de s'imprégner de pollen pour pouvoir s'abreuver. L'histoire est classique. En visitant d'autres fleurs, ils les féconderont. Les fleurs chargent les bêtes voyageuses de leurs affaires amoureuses. Le massif des Vosges possède encore de très belles tourbières. Ces milieux extrêmes se sont formés au cours des millénaires. Survivantes de l'époque glaciaire, les plantes y sont souvent spécifiques, inconnues ailleurs. La sphaigne est une mousse particulière qui n'est croquée par aucun animal, sauf peut-être par quelques fourmis. Le milieu est très pauvre en éléments nutritifs. La drosera est donc obligée de s'offrir de petits compléments alimentaires. Cette plante carnivore attire les insectes avec ses couleurs brillantes. Puis, elle rabat ses tentacules collants sur ses victimes et les digère. La fourmi a eu beaucoup de chance d'en réchapper. Elle va pouvoir rejoindre sa cité. En plein été, la fourmilière géante est à son maximum d'activité. Les fourmis rousses amassent des millions d'insectes morts, de graines et de débris végétaux.
Elles sont les nettoyeuses et les semeuses de la forêt. Le dôme est une citadelle climatisée dont la forme dépend de l'ensoleillement. Située à l'ombre des conifères, la fourmilière se dresse verticalement pour mieux capter les rayons obliques du soleil. Le dôme n'est que la partie visible du royaume des fourmis. Leur domaine s'étend profondément sous terre, traversé par un véritable labyrinthe de galeries et de chambres. C'est une mégapole pour minuscules. Dans ce royaume, la solidarité est de mise. Certaines ouvrières sortent peu. Leurs sœurs les nourrissent au bouche à bouche. Ce don de nourriture est aussi un échange d'odeurs. Ainsi, chaque ouvrière porte celle de la colonie. C'est une sorte de laissez-passer chimique. Le pouvoir de la reine est en fait une servitude. Sa Majesté n'a qu'une fonction, pondre. Pondre encore pour assurer sa descendance. Elle est nettoyée et nourrie par ses filles. Depuis qu'elle a fondé la colonie, elle n'a plus vu le jour et ne le reverra plus. Au moindre changement de température, les ouvrières n'obéissent qu'à une priorité: transporter les cocons en lieu sûr. Ils renferment les nymphes de leurs futures sœurs, déjà bien développées. Elles sont l'avenir de la communauté. Lorsque la nymphe sort du cocon, elle est encore très blanche, mais elle prend vite ses couleurs d'adulte. Malgré un fourmillement général incessant, il existe des ouvrières qui brassent de l'air. Elles ne participent pas au travail général. Certaines espèces comptent près de la moitié de tirs au flanc. La mégapole des fourmis contient des rues, des magasins de nourriture, une clinique, une nurserie et même un cimetière. Les larves et les fourmis mortes sont toutes déposées dans la nécropole du royaume. Au cœur de l'été, le grand hêtre est un monument vertical tendu vers le dieu soleil. Son tronc se dresse comme une fusée à la conquête du ciel. À son sommet, ses branches étalent à la lumière plusieurs centaines de mètres carrés de verdure. Chaque feuille est un capteur solaire. Grâce à la photosynthèse, elle transforme l'énergie lumineuse en matière organique. À partir d'éléments non vivants, les végétaux sont capables de produire du vivant. La photosynthèse réalisée par les plantes est l'étincelle de départ de la vie sur Terre. Avec l'été, les feuilles ont grandi.
elles ont gagné en largeur. Désormais, les rayons solaires doivent traverser plusieurs couches de feuilles avant d'atteindre le sol. Seulement 2 à 10% de la lumière y parvient. Seuls quelques champignons, des mousses et quelques plantes y poussent encore. Sous les grands arbres, il y a donc peu de lumière, sauf quand un patriarche tombe et crée une trouée. À la chute du géant, les rayons solaires braquent soudain leur spot sur la litière sombre. Les graines sortent enfin de l'ombre, futures vedettes à l'avenir lumineux. Le renard ne se nourrit pas de lumière, mais il a besoin d'énergie. Il la trouve dans le mulot, qui lui-même l'a puisée dans les végétaux. La mort des uns fait la vie des autres. Le mulot nourrit le renard, l'arbre mort est consommé par les champignons et les insectes. Des coléoptères se creusent une niche de vie dans le bois malade. Leurs larves réduisent le hêtre en sciure à coups de mandibules. Dans leurs intestins, des bactéries les aident à digérer les parties les plus dures. Comme les lombrics dans les feuilles mortes, les larves dégradent la matière et la transforment en engrais. Dans la forêt, le cycle de la vie est rythmé par les saisons. Le massif des Vosges est depuis longtemps fréquenté par l'homme. La vie sauvage y est soumise à son action, parfois respectueuse, trop souvent brutale. L'évolution a peaufiné la logique de la nature pendant des millénaires. La mécanique fonctionne, mais elle demeure fragile. Seule notre vigilance permettra encore au grand être de célébrer le soleil, au lynx d'arpenter son territoire et au cerf de faire vibrer la forêt par ses appels sauvages.